Dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rojdisme en mon cœur et mon âme, un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort, ainsi parlait Nietzsche, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacun de ces voies, je les explore. Pour trouver mon chemin, je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui, l'épicurisme guidait mes pas. C'est fou, la sagesse dans la jouissance, je la trouve libre et heureux. Je m'élance, je m'envoue. Le virilisme, mon armure et ma force dans la bataille. Je n'ai pas de remords face à l'adversité. Je reste debout.
Et bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 9 mars 2025, 12e et dernière partie de la recension du cerveau du Pentagone, une histoire non censurée de la DARPA, l'agence de recherche militaire top secrète du Pentagone. Danny Jacobson, on va commencer avec un retour rapide sur les précédents épisodes et la structure du livre. Dernière tentative pour gérer la contre-insurrection urbaine, cartographier le terrain humain avec des bonnes femmes anthropologues et en sciences sociales. Un système utilisé partout sur la planète, partout, dans tous les pays, du Mexique à l'Afrique, en passant par l'Asie, l'Amérique du Sud. Et ce, depuis 2014, le deuxième mandat de Barack Obama, pour cartographier tous les acteurs de tous les pays de la planète dans ce qu'ils appellent, au niveau de la doctrine du Pentagone, la phase 0 pré-conflit. Donc, depuis 2014, l'Empire anglo-américain, l'État profond, est en pré-guerre avec l'ensemble de la planète. C'est ce qu'on vit, donc, depuis 10 ans. L'histoire occulte de la guerre des drones, le plan de 25 ans de la DARPA, pour des armées complètes de drones d'ici 2036-2038. Une histoire occulte qui culmine avec les nouveaux MAGA, comme si j'avais tout préparé avec mes podcasts d'actualité. Donc, on arrive où j'étais rendu dans l'actualité. Les nouveaux MAGA, la gang de la mafia Palantir, les néoconservateurs renouvelés, qui veulent aller en guerre contre l'Iran et qui ont utilisé, avec Palantir, une intelligence artificielle appelée Lavender pour créer une liste de 30 000 assaillants du Hamas ou adjacents au Hamas à exécuter avec des robots sans vérification humaine pour la première fois de l'histoire. 10 ans après l'écriture du livre dont on finit la recension aujourd'hui. Un peu comme si j'avais tout prévu ça d'avance. Donc, je vous rappelle que le Rochdisme n'est pas gratuit. J'ai besoin de vous pour financer mon travail parce que je travaille littéralement 80 heures semaine pour faire 10 heures de podcast par semaine. Sinon, si je voulais travailler juste 40-60 heures, je ferais juste faire 2 podcasts par semaine. Pour faire 3 podcasts, il faut que je tienne ça. Et la seule raison pour que je tienne, c'est parce que j'ai vous, chers patriciens, chers abonnés, pour financer, supporter tout ce temps-là que je mets à développer le rochdisme et l'éducation populaire rochdienne. Donc, pour supporter mon travail, pour écouter les podcasts, après que ça coupe, parce que ça va couper après le premier chapitre aujourd'hui. Il va rester 2 autres chapitres après la fin de l'épisode gratuit. C'est 5$ par mois sur yannrochdy.com ou donc sur YouTube. Vous pouvez rester sur YouTube et vous abonner aussi. Vous pouvez payer des abonnements aux gens qui sont sur YouTube. Vous pouvez mettre un petit like si vous êtes sur YouTube, mettez un petit commentaire. Sinon, après le direct, je vais uploader le podcast sur mon infolette Substack, yannrochdy.substack.com. 5$ par mois, encore une fois. Vous allez dans la section podcast et tous les contenus sont là. Et tous les liens sont dans la description dans le bas de l'écran. Et on a un contrat viriliste, 50$ de François Aubé et les dons compte triple. Je vous rappelle que si on ne remplit pas le contrat viriliste cette semaine, la semaine prochaine, je remets la publicité et ça fait chier les gens qui écoutent le direct. Donc, vous avez probablement jusqu'à ce soir pour envoyer des dons. C'est le temps, cher Patricien. Donc, première partie du livre, au niveau de la structure du livre. En passant, j'ai modifié le compresseur et le limiteur de son sur OBS. Si vous trouvez que le son sonne étrange, écrivez-le aussi dans le chat. Et donc, première partie du livre de Danny Jacobson. On commence avec la guerre nucléaire. La course spatiale, la course technologique entre les deux empires hégémoniques, les soviétiques et les anglo-américains. Ensuite de ça, on a parlé de tests atomiques, la bombe hydrogène,
le Castle Bravo qui a failli exploser. On a parlé de contre-mesures potentielles, les lasers, les masers, les EMP pour essayer de se défendre face à cette arme nucléaire. On a vu que ça servait à rien. La défense civile, ça servait à rien. Toutes les technologies n'étaient pas assez avancées pour contrer ça. Mais malgré tout, on a développé des systèmes qui influencent tout de même la réalité de la guerre, malgré les échecs répétés. Et c'est ça ce qui se passe à toutes les étapes du livre. Malgré que l'Empire anglo-américain va faillir dans toutes ces guerres impériales, coloniales, néocolonialistes, malgré tout, ils vont influencer la réalité de la guerre. Donc, ordinateur, serveur, un serveur c'est plusieurs ordinateurs en un, des sensors, des caméras, Internet, des satellites, les simulateurs, les jeux vidéo de stratégie, les jeux vidéo de action, shooter, les jeux vidéo de simulation, tout ça construit pour le Pentagone, par le Pentagone, pour les soldats, pour gagner la guerre. Deuxième partie du livre, on a vu, c'était une grosse histoire, le Vietnam, qui a commencé dans les années 50, 10 ans avant qu'on nous dise que ça a commencé. On a vu la DARPA, le Pentagone, la Rand Corporation qui ont fait des études et des tests pour la guerre chimique, météorologique, climatique, logistique, agricole, nucléaire, tempête de feu et contre-insurrection, en culminant avec la clôture électronique, le plus gros programme de l'histoire qui découlait du projet Assault Breaker de la DARPA, qu'on a vu aussi au début. Et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, les sensors sont pas assez développés et ça serait trop dangereux d'utiliser des bombes nucléaires dans la Ho Chi Minh Trail pour mettre fin à la logistique des Viet Cong. Ces Viet Cong qu'on a découvert 10 ans trop tard, qu'ils étaient des anticolonialistes, des anti-impérialistes qui faisaient simplement la même guerre qu'ils avaient faite aux Français avant. Donc, on a vu que le Vietnam, c'est la guérilla 1.0 qui a été perdue par les Américains. Tout ce programme-là va être récupéré dans le programme Total Information Awareness, développé pendant la guerre du Golfe 1 et 2. Cette semaine, on parle de la guerre du Golfe 3.0 dans mon actualité. Comme si je l'avais prévu. Troisième partie du livre, on a commencé à développer, donc, à partir des années fin 80, début 90, début 2000, une série de nouvelles armes et contre-mesures. La guerre biologique, en rapatriant des espions russes qui aiment le cash. On a essayé de développer des super soldats cybernétiques ou augmentés par la biologie. Cybernétique avec des augmentations numériques. Donc, un ordinateur, par exemple, des puces, des électrodes, un modem, un microprocesseur. On a parlé ensuite de ça de la guérilla 2.0 qui a découlé des guerres du Golfe 1 et 2. Donc, la guerre urbaine, parce on savait, hein, il faut jamais, au grand jamais faire la guerre dans une ville. C'est ce qui avait été écrit dans l'histoire. Donc, cette guerre urbaine s'est transformée en guerre terroriste au niveau du récit médiatique. Une guerre de IED, Improvised Explosive Device, avec Jeremy Renner, Hurt Locker, excellent film. Donc, on essaie de développer, recycler le programme Total Information Awareness, recycler le programme Clôture électronique, recycler le programme Project Assault Breaker pour faire un système qui allait contrer la menace en guerre urbaine, en guérilla 2.0, Combat Zones That See. Et encore une fois, ça ne fonctionnera pas. On fait rentrer donc les bonnes femmes anthropologues en sciences sociales dans l'armée. On leur donne des guns.
et on leur donne du cash, on leur donne des bonbons pour les enfants, pour cartographier le terrain humain en Irak, en Afghanistan, dans un but contre-insurrectionnel, pour faire baisser les morts sur le terrain dans l'infanterie. Donc, je sais pas qui a eu cette brillante idée, mais il aurait fallu vraiment quelqu'un mettre son pied à terre de manière rushdienne puis dise « Wow, minute papillon. Vous voulez envoyer des bonnes femmes qui vont diriger des hommes, des soldats. Des bonnes femmes qui vont diriger des soldats avec du cash, des bonbons pour aller rencontrer les chefs de villages tribaux en Irak, en Afghanistan, dans l'endroit de la planète la plus misogyne et patriarcale. Je sais pas qui a eu cette brillante idée, mais il mériterait de perdre son titre, son poste. Je sais pas qui a eu cette brillante idée. En tout cas, what could go wrong? Hein, évidemment, pour que je fasse un build-up comme ça, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a une histoire qui va vous révulser. Ça m'a révulsé quand j'ai lu ça. J'ai eu une phase de dégoût. C'est quoi la phase de dégoût, Diane? Ça, c'est une phase de dégoût. Chapitre 23. Le terrain humain. Il est 9h20 le soir, le 13 juin 2008. Nous avons la phase 1 d'une super grosse attaque IED. 2 trocs transformés en bombes. Ce qu'on appelle des VB IED, Vehicle Borne Improvised Explosive Device, arrive aux portes du quartier général de l'armée de Kandahar. 2 explosions, pas le quartier général de Kandahar, la prison de Kandahar. Les portes de la prison de Kandahar, qui s'appelle la prison Sarposa en Afghanistan. Et on a 2 explosions, une après l'autre. Le mur de la prison s'effondre. Et deuxième phase va arriver après la première phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est des gars à moto. En général, ils sont 2. T'en as un qui conduit, t'en as un autre avec un AK-47. Donc, des gars à moto et une foule de badauds qui lancent des roches. Qui arrivent rapidement, comme si c'était coordonné. Ça l'était. Et donc, ils arrivent à moto et avec une meute de gens. On a des lance-roquettes et des AK-47. On tue 15 gardes de la prison. Les forces de coalition vont arriver 1 heure plus tard. C'est trop tard. Faut que tu arrives dans les 5 minutes. Si tu veux éviter qu'il y ait quelque chose qui arrive. Je dirais que c'est à peu près la même chose qu'un accident d'auto, qu'une blessure par balle quand tu es un paramédic. On appelle ça le Golden 10, Silver Hour. Donc, il faut que tu partes des lieux. Il faut que le paramédic parte des lieux en 10 minutes. Donc, je dirais que faut qu'on arrive dans les 10 minutes pour qu'on fasse de quoi? 1 heure, c'est trop tard. C'est trop tard de beaucoup. Donc, 1 heure. 1 heure plus tard, on découvre 1200 détenus qui ont été libérés par les talibans ultra-radicaux, dont 400 hardcore talibans qui ont été libérés sur les 1200 détenus. C'est les 400 hardcore talibans, c'est selon le frère du président Hamid Karzai qui s'appelle Ahmed Wali Karzai. C'est lui qui dit ça dans les médias. Les gardes, toujours vivants, ceux qui restaient, refusent de collaborer, d'aider les forces de coalition. Comment ils appellent ça? Le International Security Assistance Force de l'OTAN, donc des Américains. Parce que si les talibans ont repris le contrôle, il y a 400 hardcore talibans qui viennent de sortir de la prison. Donc, ils reprennent le contrôle au niveau tribal. Ce qui veut dire que si tu es un membre de la prison, un gardien de la prison,
puis qu'ils savent que tu es un gardien de la prison, ben ils vont aller chez vous. Ils savent t'es qui. Donc, ils refusent de collaborer. Ils sont pas capables. Donc, avec ce genre de raté, ça fait très mal aux forces de coalition. On a besoin d'un système pour traquer les criminels. Donc, le Pentagone va investir pour créer un super système de programme biométrique. Le HIIDE, Handheld Interagency Identity Detection Equipment, avec des instructions, des manuels, des instructeurs, pour enseigner aux forces de la coalition et aux Afghans comment faire des scans oculaires, prendre des empreintes digitales, enregistrer les photos du visage, faire des Q-tips d'ADN. Donc, tous les mâles, sans exception, tous les mâles de 15 à 64 ans qui rentrent en contact avec les forces de coalition en Afghanistan ou en Irak ont été fichés systématiquement. 2,5 millions de personnes et plus. On appelle ça la bio-intelligence, le bio-renseignement. La genèse du bio-renseignement, ça fait partie du système, le Bureau Information Awareness Office de l'amiral John Poindexter à l'époque des guerres du Golfe. On a la mission du bio-renseignement dans un mémo 2002 du bureau. Donc, le bio-renseignement, c'est Produce a prototype system to gather biometric signatures of humans. Donc, un système prototype pour rassembler, archiver des signatures biométriques des humains. En 2004, ça a été transféré à l'armée. Première utilisation à Fallujah, en Irak, en 2004, donc en décembre 2004. Et donc, en 2008, on avait, après 4 ans, mis plein de prisonniers afghans en prison et on les a perdus. Donc, ça servait à rien, ce système de biométrie-là. Le commandant américain en Irak s'appelle Général David Patrice. Il est pour le programme. Pour lui, c'est une bonne manière à l'époque de faire de la contre-insurrection. Donc, 3 ans après l'instauration du programme en 2004, on a 1,5 million d'Afghans sont fichés, 2,2 millions en Irak. Donc, la sortie de prison de 2008 a fait mal en astique à ce système-là. On essayait de contenir une insurrection et malgré tout, on n'est même pas capable de tenir une petite prison comme ça. Barack Obama va visiter l'Afghanistan en tant que sénateur, parce qu'il est en 2007. Il est sénateur. 2 jours plus tard, il s'en va en Afghanistan après l'effondrement du Bur, l'attaque de la prison, 1200 détenus qui ont été libérés. 2 jours plus tard, Barack Obama se rend là-bas. Intéressant. Donc, il va aussi écrire et parler aux médias pour dire on a besoin de plus d'argent en Afghanistan, en Irak. Il va faire écho, le chairman, Joint Chief of Staff, le boss du Pentagone, qui demande donc 10 000 à 20 000 troupes en Afghanistan, en Irak de plus. On appelle ça le Troop Surge. Donc, novembre 2008, 4 ans après le début du programme de la bonne femme en chef, anthropologue Montgomery McFate, elle pond sa première conférence. Adversary Cultural Knowledge and National Security Conference. Donc, une conférence pour les anthropologues, les bonnes femmes en sciences humaines, pour aider l'armée à cartographier le terrain humain. Donc, on est prêt à fonder ce programme-là. On envoie sur le terrain 26 équipes. 26 équipes de bonnes femmes en sciences sociales ou anthropologues. Évidemment, c'est pas 100% des bonnes femmes. C'est à suivre. Donc, envoyé en Irak, en Afghanistan, 4 novembre 2008, une des équipes est stationnée à un poste de combat qui s'appelle Hutal. Le Combat Outpost Hutal en Afghanistan.
à 50 000 à l'ouest de Kandahar. On a donc, dans cette équipe-là, 4 novembre 2008, l'anthropologue, la bonne femme, Paula Lloyd, un contracteur de sécurité qui s'appelle Don Ayala, anciennement garde du corps du président Ahmed Karzai et plus tard du premier ministre afghan. Troisième membre de l'équipe qui sont censés cartographier le terrain humain, un ancien Marine de combat qui s'appelle Clint Cooper. Donc cette équipe à 3 personnes ont 3 interprètes plus un peloton de l'infanterie de l'armée américaine en support. C'est compagnie 2-2, le bataillon d'infanterie. Donc, on envoie la bonne femme en chef. C'est elle la boss. Parce que c'est elle qui est censée savoir c'est quoi le renseignement social et l'appliquer. Et c'est elle qui est en charge donc de tout ça. Elle s'en va voir des gens dans le village. Puis là, elle pose des questions. Elle pose des questions clairement d'espionne. C'est quoi la question qu'elle pose? Combien qui coûte le prix du fuel, le prix du gaz, le prix du diesel, whatever, parce que on peut induire la présence de talibans s'ils rackettent le fuel et donc que le prix est plus élevé. Donc on peut induire ça, la présence talibane dans une région avec ce genre de questions-là, et donc la bonne femme anthropologue, elle a du cash, elle a des bonbons, elle pose des questions aux gens. Elle donne des bonbons aux enfants comme une sorcière. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, tabarnak? Dans un pays de tamoul en gougoune? Ben, ils vont la prendre pour une sorcière. Puis qu'est-ce qu'on fait avec une sorcière? Qu'est-ce qu'on fait avec une sorcière? Donc, elle rencontre un certain Abdul Salam qui se promène dans le village avec une jarre à essence. Elle dit, qu'est-ce que tu fais avec ta jarre à essence? Il dit, ben, j'amène de l'essence chez nous pour faire de la nourriture. En fait, il était prof, il disait. Et là, elle lui pose des questions. Combien il coûte le gaz? Il doit coûter cher, hein, le gaz? Puis là, il jase un peu avec. Elle veut lui donner des bonbons. Et là, le monsieur, il dit non, je veux pas de tes bonbons. Et là, il s'en va. Et là, il revient plus tard. Et il s'approche de la sorcière espionne anthropologue Paula Lloyd. Il vide sa jarre d'essence sur la tête à Paula Lloyd. Et il allume la sorcière Paula Lloyd. Brûlure au 3e degré sur 60% du corps. Le contracteur de sécurité, son garde du corps, Don Ayala, était à 150 pieds dans l'allée, dans la ruelle. Il voit pas ce qui est arrivé, mais il voit Abdul Salam en train de courir. Et il y a quelqu'un qui dit de l'arrêter. Et donc, il le plaque à terre. Il réussit à le maintenir. Et là, on a un des membres de l'infanterie qui s'appelle Justin Skotnicki qui va expliquer ce qui vient d'arriver à Don Ayala qui est en train de maintenir Abdul Salam au sol. Et donc, Don Ayala se lève, sort son 9 mm de sa ceinture et tire le dude direct dans la tête. Parce que c'est ça que tu fais quand t'es en guerre. C'est pas le temps d'aller voir des bonnes femmes au tribunal. Non. Non, c'est la guerre. C'est ça la guerre. Donc la guerre, c'est quand il se passe des affaires de même. C'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Donc, en mai, Don Ayala se présente en cours en Louisiane pour répondre de ses actes. Mesdames et messieurs, oui, Don Ayala n'avait pas le droit de faire d'exécution sommaire en contexte de guerre. Il n'a pas le droit. Mais le juge, Claude Hilton, va
au niveau moral, probablement sentir que c'était grotesque. C'était une farce, ce procès-là. Et donc, il donne seulement comme sentence à Don Ayala probation et une amende de 12 500 $. Les gens commencent à poser des questions dans le dossier de Don Ayala. One minute. Votre équipe est censée faire du renseignement social, mais il y a juste une personne sur 3 qui est là pour faire du renseignement social, qui est anthropologue. Pourquoi il était là, Don Ayala? C'est quoi ses compétences, son CV? Pourquoi? C'est censé être un Human Terrain System Cultural Centric Program, donc un programme centré sur la culture pour faire la cartographie du terrain humain. C'est le programme de Montgomery McFate et des bonnes femmes anthropologues. Mais ça, c'est la version publique. C'est ce qui est vendu au public. Derrière les bonnes femmes anthropologues qui cartographient l'espace culturel et social pour gagner les cœurs et les esprits afghans et irakiens et aider à mitiger la menace des IED, Improvised Explosive Devices. Donc, ces bonnes femmes, ces sorcières, ces espionnes supportaient l'autre gang de l'épisode précédent. Les techniciens EOD et le programme JIEDDO, Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization. Ça, c'est le vrai truc de la guerre, la contre-insurrection, la guerre urbaine, la guérilla 2.0. Le vrai truc, c'est ça. En fait, la gang à Montgomery McFate, c'était bien beau, bien cute. Mais ceux qui faisaient quelque chose au niveau opérationnel, c'est les techniciens EOD qui désarmaient des bombes avec des robots talons. La gang des bonnes femmes anthropologues était seulement un support et aussi une caution pour donner du financement à la DARPA pour construire des super systèmes de contrôle, de fichage, de biométrie. Donc, c'est dans le programme, on avait une version publique et une version occulte. Donc, si tu poses la question aux anthropologues, on n'a pas besoin d'envoyer d'anthropologues en Afghanistan puis en Irak pour savoir pourquoi ils nous envoient des bombes, pourquoi ils allument nos sorcières. Ils nous tuent, ils nous font la guerre, la guérilla, parce qu'on est des envahisseurs, des occupants, des colonialistes, des impérialistes, c'est tout. Donc, l'Association américaine des anthropologues a dénoncé dès le début ce programme de la DARPA, le système de terrain humain. Pour eux autres, c'était un désastre qui ne faisait qu'attendre. Donc, le programme, c'était surtout une vitrine publicitaire, un village de Potemkin pour vendre l'idée d'une guerre contre-insurrectionnelle propre. Donc, on pourrait être des impérialistes de manière propre contre des Tamouls en gougoune. Donc, je vais vous dire quelques champs lexicaux pour vendre cette idée-là. A moral prosecution of warfare. Donc, une poursuite morale de la guerre. Narrowly avert disaster. Donc, les bonnes femmes anthropologues permettaient d'éviter de près des désastres. Les bonnes femmes anthropologues permettaient de faire la guerre de manière honorable. Donc, c'est ce qui est vendu même dans les écoles de stratégie militaire pour les commandants, les officiers. Donc, on partage dans les manuels scolaires des belles petites histoires de princesses Disney. Par exemple, l'histoire d'un sage de village qui s'appelle Monsieur Alaoui. Et là, il y a un commandant d'infanterie qui va manquer
de respect envers Monsieur Alaoui. Il avait reçu une alerte terroriste possible, taliban, et il avait arrêté Monsieur Alaoui qui correspondait au signalement. Mais c'était une erreur. Sauf que quand, dans la culture afghane, irakienne, tu arrêtes en public quelqu'un comme lui, les gens vont croire qu'il est coupable. Donc, même s'il retourne chez lui, son honneur et sa réputation ont été détruites. Et donc, il pourrait vivre un pogrom, se faire lyncher. Et donc, pour éviter un désastre, il fallait évidemment réparer l'honneur de Monsieur Alaoui. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Et grâce à ça, Monsieur Alaoui est devenu un ami et une source anti-talibane au commandant de l'armée. Vous avez sûrement déjà entendu une variation de l'histoire dans un film. Ça fait très narratif. Deuxième version de l'histoire, vendue à la marine cette fois-ci. On a un méchant chef taliban qui s'appelle Haji Malma. Et là, on n'est pas capable de l'attraper. Il fuit nos pièges. Donc là, on va utiliser une nouvelle stratégie. Le plan des spots d'huile. Oil spot plan. C'est quoi ça? C'est le truc de donner des valises de dollars américains aux commandants et aux bonnes femmes pour corrompre tout le monde. Donc, on va financer les programmes d'infrastructure, les Drag Queen Story Hour. On va tout financer tout le monde pour semer la discorde dans la société afghane tribale. Ça a été pensé, stratégisé par le docteur Karl Slekin, successeur de la bonne femme anthropologue Paula Lloyd, qui a été brûlée à vif comme une sorcière. Mais malgré quelques succès, qu'on va dire hypothétiques, la presse est plutôt hostile au système de terrain humain parce qu'il y a beaucoup de bonnes femmes, puis de sorcières, puis d'espions qui meurent dans le programme du terrain humain. Par exemple, l'anthropologue Michael Bhatia, mai 2008, qui meurt à Khost en Afghanistan. La bonne femme anthropologue Nicole Suveges, qui meurt en juin 2008 en Irak, à Sadr City. Mais le programme continuera malgré tout. 500 millions de dollars pour les équipes de terrain humain. Ça fait quoi comme prime en passant, si vous voulez le savoir, en 2008? Si tu faisais partie d'une équipe de 3 personnes comme Paula Lloyd, qui a été brûlée comme une sorcière, tu recevais 200 000 $ de salaire par année. C'est ça ta valeur. Donc, évidemment, moi, en lisant ça, ce que je vois, c'est des espions de facto. Donc, t'as beau dire que c'est du renseignement social, puis que c'est du support de troupes d'infanterie, support aux techniciens dans la guerre contre les bombes, contre les IED, c'est des espions. Puis ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas expliqué à ces personnes-là que c'était des espions. Genre, on dirait que on utilise les gens comme des espions sans leur dire que c'est des espions, pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses que t'es pas censé faire. En tout cas. Donc, ces personnes-là cartographient les gens pour le programme Combat Zones at Sea. On les cartographie où? Donc, ces espions-là, à chaque fin de mission, ils sortent leur petit calepin et là, ils s'en vont s'enregistrer sur un ordinateur connecté à Internet, une base de données sécurisée de l'armée, du Pentagone, qui s'appelle map-ht. C'est une énorme base de données
qui cartographie le terrain humain. Donc, avec des réseaux neuronaux, des réseaux sociaux, avec des nodes puis des liens. Donc, c'est un mélange qui utilise l'architecture de biométrie, le renseignement biologique, et le renseignement humain développé par les commandants et les sorcières espionnes. Ça, c'est le système auquel les troupes peuvent entrer des données. Map-HT. À partir du système accessible en Afghanistan, en Irak, on va extraire de manière sécurisée une partie de ces données-là. On va appeler ça le Human Terrain System Reach. C'est ça, Reach? Ouais. Reach Research. Donc, on renvoie ça, toutes ces données-là, à Fort Leavenworth aux États-Unis. Et à Fort Leavenworth, on a donc des analystes qui vont faire des trucs qu'on ne sait pas c'est quoi, avec toutes les données qui sont extraites de tout ce programme-là en Afghanistan, en Irak. Et là, il va y avoir un autre niveau encore plus sécurisé. On va extraire de Fort Leavenworth le National Ground Intelligence Center. Donc, c'est un entrepôt complètement classifié. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va archiver les renseignements le plus importants. Et ça, c'est à Charlottesville, en Virginie. Malgré tout ce système-là, en 2012, c'est la retraite officielle, la première retraite officielle en Irak. Nous avons toujours en 2012 31 équipes de Human Terrain System qui donc continuent à cartographier l'Afghanistan. On transfère le système de cartographie humain à l'armée, au renseignement de l'armée. Donc, le renseignement de l'armée va reprendre en contrôle tout le système, pas juste le renseignement humain, mais aussi la variante avec les techniciens EOD pour disposer des bombes et des missiles et tout ça. Et là, on va modifier le programme de terrain humain, le système de terrain humain. On va modifier le lexique de règles d'engagement. Donc, au lieu d'avoir un système de contre-insurrection en contexte de guerre, le système JIEDDO, le système contre-insurrection de bombes, va être recyclé, appliqué et réappliqué partout sur la planète dans le cadre d'un système pré-conflit de phase 0. Donc, ça veut dire qu'on va rajouter dans la nomenclature de l'armée américaine du Pentagone nouvelle phase de conflit qui s'appelle la phase 0. C'est un pré-conflit. Et donc, tous les pays de la planète sont en phase pré-conflit. Donc, ça veut dire que officiellement, depuis 2012, 2014, dans ces eaux-là, toute la planète est en guerre contre le Pentagone. Donc, ils réutilisent les mêmes systèmes développés en contexte de guerre partout. Donc, c'est comme ça qu'au niveau lexical, ils ont été capables d'utiliser l'architecture de guerre contre le peuple américain dans la période de la COVID. Donc, c'est parce qu'on est en pré-conflit. Donc, on est en guerre pareil. Donc, c'est comme si c'est l'état de guerre permanent depuis 2012-2014. Donc, depuis le deuxième mandat de Barack Obama, on est en guerre permanente. C'est ça qu'on vient de découvrir avec l'histoire occulte de la DARPA, mesdames et messieurs, ce soir. Depuis 10 ans et plus,
on est en guerre permanente et ça explique pourquoi ils ont fermé mon compte PayPal. Ils ont fermé les entreprises des camionneurs et les comptes de banque des camionneurs du Convoi de la Liberté durant la COVID. Ils ont forcé vos enfants à se faire vacciner. Ils vous ont retiré la primauté parentale. On est en contexte de guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, depuis 2014, on applique ce concept, cette lexicologie, cette nomenclature de contre-insurrection aux quatre coins de la planète. Donc, il y a, dans tous les pays, tous les États, il y a un centre opérationnel de terrain, du système de terrain humain, avec des anthropologues, des bonnes femmes de sciences humaines, des sorcières, des espions, qui cartographient les acteurs de tous les réseaux sur toutes les antennes partout sur la planète. Il y en a dans tous les pays. Donc, il y a des centres map-ht qui archivent tout en temps réel. En 2011, malgré 3,7 millions de personnes fichées en Irak, en Afghanistan, très peu de succès. Et en 2013, toute cette architecture-là commence à être révélée avec les révélations de Edward Snowden. C'est la première grande fuite moderne qui permet ce que je fais en vous divulguant des informations qui sont accessibles depuis des années. Mais il faut les trouver, ces informations-là. C'est à ça que ça sert, les dons que vous m'envoyez. Donc en 2013, on découvre via Edward Snowden le programme PRISM, qui est lié au programme map-ht. Ils sont nés les deux du programme Total Information Awareness de la DARPA, dont on a déjà parlé. On découvre avec Edward Snowden que toutes les préoccupations au niveau de la sécurité privée n'ont jamais eu de réponse. La DARPA demande du Congrès 112 millions de dollars pour développer une technologie qui permet aux praticiens médicaux la capacité de visualiser et comprendre la relation complexe à travers les données du patient et à travers tout le système d'archives médicales numériques. Donc, le dossier médical numérique a été demandé par la DARPA dans le cadre de cette guerre biologique pour faire des contre-mesures, pour aider, permettre aux praticiens de santé d'assimiler et analyser de larges quantités de données et donc leur donner des outils pour make better informed decisions. Donc leur permettre des meilleures décisions plus informées pour le care du patient, pour le bien-être du patient. Évidemment, dès 2011-2012, nous n'avons toujours pas de précision sur quelles sont ces données qui sont partagées à travers l'architecture du gouvernement fédéral américain. Autre programme révélé à cette époque-là, le programme Nexus 7. Dans le budget 2015, c'est classifié. Et on sait seulement que ça monitorise les réseaux sociaux. Forecasting, donc ça permet de faire de la prédiction de comportement social, extraction de données, analyse de données méthodologiques pour développer des outils, des techniques et des designs, des frameworks pour analyser, examiner les réseaux sociaux en temps réel. Le programme Nexus 7 a été utilisé en Afghanistan par la DARPA avec une cellule avancée, DARPA Forward Cell, entre 2007 et 2011 pour leur projet pilote. Donc, des douzaines d'équipes de la DARPA ont été déployées en Afghanistan pendant 4 ans, en laissant derrière eux et derrière les lignes ennemies des shitloads de sensors. Et ça a fonctionné. Donc,
Par exemple, des sensors HALOE, High Altitude Lidar Operation Experiment Sensor. Par exemple, des drones Vader, Vehicle and Dismount Exploitation Radar, pods. Donc, ça, c'est des genres de pods. J'ai pas plus de détails que ça. J'ai essayé de trouver des vidéos. J'ai pas trouvé de vidéos. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver des vidéos de sources open source. Il n'y a pas beaucoup de détails dans le livre aussi de ces systèmes-là. Mais en tout cas, donc la DARPA a envoyé des systèmes de batteries de sensors en Afghanistan pour les déployer derrière les lignes ennemies. Autre système dans le cadre de la guerre de drones occulte, le système DEFT, D-E-F-T, Deep Exploration and Filtering of Text Program. 28 millions de dollars accordés par le Congrès à la DARPA. Des algorithmes d'ordinateur pour permettre aux machines de parcourir de vastes arrays of text, parcourir des fleuves, des marées de texte donc des messages texte, des messages écrits sur des papiers semi-structurés, des rapports écrits, des rapports dactylo, des documents, des bases de données. Donc, tout ce qui a quelque chose d'écrit, la DARPA a créé un programme qui s'appelle le programme DEFT pour pouvoir être capable de voir ça, mettre ça dans un truc, dans un programme, et ils vont être capables de tout faire. Donc, ils vont traduire le document, ensuite de ça, synthétiser, faire des liens, et ensuite de ça, proposer ce qu'on appelle du actionable intelligence. Donc, du renseignement qui permet des actions. Donc, trouver des dates d'événements, des liens entre des personnes, des liens entre une personne et un lieu ou un objet d'intérêt. Donc, ce qu'on a besoin quand on est des espions. Le programme DEFT est utilisé aux États-Unis depuis 10 ans. Mais l'utilisation est classifiée. Donc, les programmes révélés par Edward Snowden et dans le livre d'Annie Jacobson dans les dernières minutes, c'est simplement une fraction de tous les programmes de la guerre des drones développés par la DARPA depuis 10 ans et depuis 10-15 ans. 3 programmes sur 300. Dont on vient de voir. Il y en a 300 en tout, des programmes comme ça, en développement en 2015. 2,91 milliards de budget, ça c'est en 2015 toujours, sans le budget classifié. Et ce n'est que le début de la guerre occulte des drones, mesdames et messieurs. C'est la fin de la section gratis. Donc, à partir de demain, le 10 mars, vous allez devoir vous abonner sur YouTube, sur yanrogis.com, sur mon infolette Substack, yanrogis.substack.com, sur YouTube, dans la section souscription, et vous allez pouvoir avoir accès au compte à la fin, les 2 derniers chapitres de la recension du livre de Annie Jacobson. On poursuit, chapitre 24, il reste 2 Binlerce insanı öldürdük. Her şeyi otomasyona bağladık. You may have seen recent articles of the military artificial intelligence selection systems that Israel is using to annihilate the people of Gaza. One is called the Gospel and another is called the Lavender. Israel's dystopian killing machine has been exposed in truly chilling and gruesome detail. Now, you may have concluded that you're not capable of being shocked anymore after 6 months of the genocidal slaughter against the Palestinian people of Gaza. Well, I fear, and I warn you, you may have to find some more room for some more shock. Do you know what they call that system? Where's Daddy? The consequences, as the sources themselves have said, is that thousands of Palestinians, mostly women and children, and those with nothing to do with any fighting, were slaughtered by airstrikes, especially in the first few weeks, because of decisions made by an artificial intelligence program. Take data from people in Gaza, converting humans into data,
to make selection processes to exercise force, essentially annihilating entire population by the press of a button. We have a scenario where militarized states, Israel being the leader of that, developing these weapon systems without any restraint, without any prohibitions for the last 10 years. Du mensonge, ils convergent ici. Les nécromanciens avec leur magie moisie, leurs bobos et sorcières, princesses déguisées. Ils invoquent les morts pour leur guerre avisée. Les hordes morts vivants, leur sang est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous qui avons la foi, nous résistons, nous luttons. Contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Horde de démons succubes et morts sans fin. Briser la société, leur intention est certaine. Gynécratie, gérontocratie, leur hiérarchie est claire. Ils cherchent le vol et l'abus, en semant la misère. Les vérités cachées, les masques tombent. Les âmes perdues révèlent leur sombre sort, leur but, manipuler, diviser, asservir vers un effondrement de la société. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous qui avons la foi, nous résistons, nous luttons. Contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent mais nous ne cédons pas un pouce, car en notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à leur existence. Dans l'obscurité leur pouvoir semble grand, mais la lumière de la vérité en nous elle se répand. Pour chaque mort invoquée nous opposons notre vie. La horde de morts vivants recule devant notre union. Les hordes de morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale ils se préparent avec ferveur. Mais nous qui avons la foi, nous résistons, nous luttons. Contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Contre les hordes morts vivants, nous luttons, nous ne cédons pas. Contre les sorcières, démons, succubes et nécromanciens, nous opposons notre union, nos âmes ne plieront pas. Contre les morts vivants, c'est une révolution culturelle.